c'était assez fédérateur. Quand Ouais, même. c'est ce que Malik dit aussi, c'est ce que Kerry dit aussi, c'est ce que les gens arrivent à dire, et je pense que ça me définit bien. C'est l'histoire de coach, hein, fédérer un groupe, c'est un peu cette notion-là, et c'est ce que ça vient. Je pense que ça vient de ma maman, ça. Elle arrivait à avoir ce côté tactique avec les gens qu'elle connaissait ou elle connaissait pas, parce que très tôt elle est arrivée en France dans les années 60, et elle invitait des gens. D'abord sa famille et des gens. On avait un grand appartement à Orly à l'époque, et les gens de sa famille qui commençaient à venir en France. Au départ, c'était très dur d'avoir un appartement, et elle arrivait à les faire venir à la maison, les faire dormir quelques mois. C'est les premières querelles entre mon père et ma mère sont venues de là, forcément. Et elle avait cette sympathie à accueillir des gens, des fois qu'elle connaissait même pas, les faire manger, les habiller. Je l'ai vu parce que j'étais petit, mais je l'ai vu de mes propres yeux, ces situations-là. Elle arrivait à prendre des gens qui dormaient dans la rue et leur offrir à manger. Tu vois, c'est des choses que j'ai pas dit dans le livre, mais c'est des choses que j'ai vues en étant petit, tu vois. Hello, hello, c'était Manuquet pour Stay Tuned TV. Restez connectés. Big up. On est bien. C'est pas ça, c'est qu'il manque toujours un truc en fait dans les cadeaux. T'as fait tes cadeaux? Ouais. Ouais. En avance? En avance, hein, depuis longtemps. Sérieux? Ouais, Ouais. Manuquet. Yes. Clap. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Manuquet. Comment vas-tu? Ça va, super, super. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. C'est la première fois qu'on se voit. Hein. Exactement. Ouais, moi je t'avais connu, je me souviens à l'époque quand j'ai entendu ta voix, parce que t'es rappeur, t'es écrivain, t'es coach. Ouais. C'était différents types. Ouais, c'est ça. C'était sur un EP, je crois. L'EP, La Route est longue. La Route est longue, en vinyle. 97, 96, c'est loin tout ça. J'ai entendu ça, je me suis dit, wow, c'est quoi cette vibe musicale? Et ouais, ça m'avait frappé, hein, parce que c'était un petit peu ce que j'écoutais aussi. D'accord. On était, quoi, tu m'as dit 94, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est là où il y avait les pit rock, etc. Et donc Exactement, du coup, ouais. voilà, dans la vibe musicale, moi, ça m'avait interpellé. Donc aujourd'hui, tu viens sur Stay Tuned parce que tu as sorti un deuxième bouquin. Ouais. Qui s'appelle Meilleur pour tous, le meilleur pour tous. Exactement. Où tu retraces une tranche de vie, même plus. Et moi, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi avoir sorti ce second bouquin? Écoute, c'est une belle question parce que un très gros succès des Liens Sacrés, premièrement, et puis il fallait que je trouve un moyen de parler de la suite, hein, tout simplement. Dans la suite de ma carrière, moi, c'est la reconversion. C'est comment j'ai animé un peu ma vie à travers le sport, tu vois. C'était ça l'essentiel. Et puis je me suis dit, pourquoi pas la raconter à travers un livre qui serait moins gros que Les Liens Sacrés, mais qui expliquerait quand même le cheminement. Donc à partir du moment que j'avais ça dans la tête, je me suis dit, allez, je vais raconter un petit peu tout ça, tout en faisant toujours des va-et-vient pour que les gens comprennent de quel milieu je venais avant, comment je suis rentré dans la musique, tout ça. Et voilà, et après, ça a été le fait de confirmer ça. 2 ans après, j'ai sorti Le Meilleur pour tous. Donc, tu retraces un petit peu ton parcours et il y a un lien ou une influence importante, c'est Renaud. Ouais. Pour l'aspect écriture, c'est ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune. Exactement, pour l'influence, l'aspect écriture, le fait de rimer d'une certaine façon, qui m'a fait comprendre que voilà, l'écriture, ça se passe comme ça, c'est assez facile, mais il faut quand même jouer avec les mots, jouer avec les mélodies et une certaine hiérarchie pour construire ces textes. C'est Renaud Séchant qui m'a vraiment mis ça dans la tête. Et justement, ce second bouquin, tu l'as écrit d'une traite. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau du processus de création? C'est d'une traite parce que j'avais l'idée, juste après Les Liens Sacrés, me dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais une suite ou pas? Puis dès que j'ai eu l'idée, moi, comme à l'époque, je travaillais à Cergy-Pontoise en tant qu'assistant sur l'équipe professionnelle. Donc le trajet est très très long. Je mettais 1h30 pour aller à Cergy-Pontoise préfecture
Et au retour, le soir, quand je finissais les entraînements, pareil, même chose, 1h30, voire plus, parce que des fois, le train s'arrêtait à Nanterre, il fallait descendre, repartir. Ah ben, je prenais le temps là, je venais avec mon téléphone et je tapais mes notes. J'écrivais tout ce qui me passe par la tête et au retour, ben, je décortiquais tout ce que j'avais mis et j'en ai construit une histoire au fur et à mesure. Et puis, je suis resté 2 ans quand même dans ce club et puis l'histoire s'est faite comme ça. Alors, on revient sur l'aspect musical. Page 63, j'ai relevé une phrase, tu dis « Parce qu'on est assez éphémère en réalité, il faut toujours faire des choses que les gens apprécient. » C'est le sentiment que tu avais d'un point de vue musical, au niveau de l'univers musical? Bien sûr, ouais, c'était... vraiment, c'est l'histoire de dire que les choses qu'on faisait avant, bah, les gens y croyaient pas tellement, quoi. Tu vois, qu'on s'est lancé dans la musique, nous, on était très peu de groupes, on faisait ça pour le fun parce que on aimait cette vibe qui venait des États-Unis, donc on essayait de calquer notre musique par rapport à ça. Et puis, on a trouvé d'exercices assez sympas, le fait de se dire, vas-y, on construit cette musicalité, mais elle nous amène quand même quelque chose. Et tout ce qu'on faisait, après, on le faisait par passion, par envie. Et vraiment, au moment où on a trouvé cet axe-là, se dire, allez, on continue, peut-être ça peut nous emmener quelque part, bah, on s'est dit, bah, ouais, on continue, mais vraiment de manière pas structurée, mais assez professionnelle, à savoir trouver des idées pour emmener notre art un petit peu plus loin, trouver des thématiques. Ça, c'était vraiment dans nos ordres d'idées, quoi. Et il y avait cette réflexion aussi de plaire aux gens. Ouais, totalement. Plaire d'abord à nous, parce qu'on était acteurs de ce qu'on faisait, et puis forcément la musique, on l'a fait découvrir à un public. Donc il fallait plaire à un certain public. On était sur scène à l'époque, on engageait beaucoup notre politique de vente ou notre politique d'image face à la scène, tu vois. Donc il y avait beaucoup de cette façon d'aller sur scène avant de sortir un disque. C'était le processus à l'époque. Donc on prenait ce temps de se montrer sur scène, de développer un peu notre créativité sur scène. Et puis une fois qu'on avait ça, bah, on passait par la vente de CD. Et il y avait cette façon de plaire de par notre attitude sur scène, de par notre énergie. Ça, c'était une valeur première. Millions de disques, appelle-moi Big Papa. Je viens la tête des Smart, les MC populaires. Squatte le microphone, défonce la place pour mes frères. Tout le monde bras en l'air, fille danse sur mon... Alors, tu étais membre de la mafia Quinfri. Qu'est-ce que ce groupe, le collectif Mafia Quinfri, t'a apporté d'un point de vue personnel, d'un point de vue vie et d'un point de vue professionnel? Bah, c'est toute une généralité, en fait. C'est plein de choses qui se mêlent sur plein de choses. C'est un groupe, humainement, ça a été très fort, tu vois. C'est un groupe qui a soulevé des générations, on va dire, plusieurs, hein, des petits, des grands, des tontons, dans toute son exemplarité, à travers les chemins qui s'est construit. Tout le monde s'est reconnu en notre musique. Et bah forcément, on a dû suivre un peu ce chemin de maturité de hip-hop, d'effervescence. Donc on avait une certaine ossature à tenir, tu vois, par rapport aux propos qu'on développait. Ben ça nous a fait, je pense, de ma propre partie, hein. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre que voilà, on tient un statut qu'il fallait quand même le représenter. Et ce statut, c'était Mafia Quinfri, c'était pas rien. Et il a fallu avancer avec des hauts, des bas. Ça aussi, c'était très dur à éprouver. Et je pense que c'est un truc qui nous amène à développer fois deux dans la vie, quoi, tu vois. On avance d'une certaine manière et puis on double des forces tout ce qu'on doit faire à travers la Mafia Quinfri. Ça a été une longue période pendant 15-20 ans. Aujourd'hui, j'ai pris du recul face à ça. Je suis dans une nouvelle ère. Je n'oublie pas quand même que ça a été un groupe marquant. C'est un groupe qui laisse des racines, qui laisse une empreinte. Mais voilà, maintenant, je pense qu'il faut tirer le rideau. Enfin, je parle toujours pour moi, hein. J'ai mis une fin de carrière de hip-hop depuis moi 2010. Mais quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. On ne les oublie pas. Alors, j'accentue juste sur un truc, avant de tirer le rideau et puis d'enchaîner sur la suite. Quand je te parlais d'un point de vue pro, c'est que tu as été aussi acteur dans les coulisses, au niveau de l'organisation, préparation des albums.
c'est ça en fait que je voulais soulever. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de compétences, puisqu'on était dans on est dans la reconversion. Ouais, donc, bien voilà, sûr. ça. Ça c'est des compétences extrêmes, quoi. Tout simplement parce qu'on était très mal organisé à l'époque, mais on avait cette capacité à toujours trouver des idées avec le bouche à oreille, comme il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais on avait la capacité à se rassembler d'une certaine manière et à faire passer des messages, tu vois. Et ça a été une organisation qui a été construite, qui a évolué au fur et à mesure. Et puis, forcément, quand tu passes 10 ans dans un bordel, donc t'essayes, quand tu sors de ça, t'essaies de faire mieux. On apprend de ses erreurs, et puis les erreurs ont été vraiment... ont quand même servi, parce que ça a été quand même des brouillons, de répétitions, on se trompe, et à force de gommer tous ces brouillons, forcément, un jour, on devient de plus en plus carré. C'est ça la construction, en fait. Tout ce développement m'a servi sur plein de choses. Dans la construction, dans l'organisation, dans comprendre comment la musique, on la forge, comment on la construit au fur et à mesure, comment on sort un disque, comment on développe un disque. Tout ça m'a construit en fait autour de ce que je faisais en termes de réalisation, de concepts aussi, que j'ai gardé non pas seulement autour de la Mafia Qu'un Free, mais dans les concepts que je développe à travers les sports. On arrive à créer des petits exos, mais on a quand même des concepts qu'on construit, et ça il faut se les mettre en tête. Ça m'a aidé aussi à beaucoup développer à travers mon cerveau. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, ChatGPT, mais ce qui marche le mieux, c'est son cerveau, en fait. Deux visages et pourtant, hier encore, adolescent, je me souviens, j'ai grandi en restant fort pour être un homme et voir plus loin. Pas de routine, fais les choses, please. Il y a un parallèle, il y a un lien étroit entre le rap et le basket. Tu sais pourquoi ? Ouais, parce que ça sort du même Bronx, déjà. Premièrement, c'est ça, et puis c'est ce qui anime, la jeunesse, c'est ce qui fait vivre, il y a un certain rythme à garder qui a une aisance à travers le basket. Les deux se rejoignent, tu vois. Il y a une espèce de densité, une espèce d'ambiance, musique et basket. Tu vois, aujourd'hui, le basket, ça va de plus en plus vite, de plus en plus haut. Et la musique, c'est toujours sur un rythme élancé. Et voilà, c'est pour ça. Après, d'autres se concentrent différemment sur de la soul, du jazz. Mais la musique reste toujours un art qui est emmené dans cette verticalité qui est le basketball. Tu parlais de fin de carrière, d'arrêt. C'est définitif? Ouais, moi j'ai pu ressortir de projet depuis 2010 quand même. Il y a quand même 14 ans aujourd'hui. Il y a pas, tu griffonnes pas sous un fond musical. Non, il y a pas, c'est fini. T'as vraiment enterré ça, quoi. Oui, ça fait très longtemps. Tu vois, moi j'ai fait le tour. J'ai sorti quand même 4 albums solo. J'ai fait pas mal de projets avec la Mafia. J'ai réalisé plein d'albums et tout. Et puis après, je me suis dit, t'as fait le tour quand même. Et puis, faudrait laisser ça aux gens, construire l'après carrière, tu vois, de hip-hop. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai développé. Et puis, je pense que j'ai vu pas mal de choses qui m'intéressent au-delà de la musique et j'ai pas fini. Tu disais qu'à un moment donné, qu'il y a eu aussi des passages difficiles. Et il y a une étape qui m'a interpellé dans ce bouquin. C'est la dépression. Ouais. Là, tu mets le mot sur la dépression. Comment t'arrives à mettre un point dessus en disant, ouais, là, c'est la dépression. Et comment tu fais pour réussir à t'en relever? J'ai les réponses, tu le dis, mais c'est toujours bien d'en parler. Ouais. Et ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est quels conseils aussi tu pourrais donner? Parce que c'est un peu la maladie mentale, maladie mentale, la santé mentale, c'est un mot, c'est un terme qui revient assez régulièrement maintenant. Bien sûr. Donc voilà, je voulais un peu mettre ça en ligne de mire. Au départ, c'est très dur d'en parler, mais c'est la première chose qu'il faut. C'est essayer d'en parler aux plus proches pour comprendre qu'est-ce qui t'arrive. La dépression, on s'y attend jamais. On sait pas comment elle arrive et on n'imagine même pas que c'est ça au départ, tu vois. Et puis finalement, on se dit que le cerveau est tellement puissant qu'il peut te déconnecter à tout moment. Et c'est ce qui m'est arrivé à un certain moment de ma vie où j'étais vulnérable, tu vois. J'étais chez moi tranquille, et, j'avais déménagé. J'avais pas trop de boulot à l'époque. J'étais vraiment on va dire, dans un désert social. Et ça m'est tombé dessus, voilà, tout simplement. Et puis j'ai fait appel aux proches pour essayer de comprendre dans la situation dans laquelle j'étais,
Et puis après, c'est le trou noir, hein, forcément. Il y en a qui ont été dans des trous noirs 2 fois plus graves que moi, 3 fois plus graves que moi. Mais moi, ça a commencé à devenir sérieux. Et on le sent quand ça devient sérieux parce que tu te reconnais plus, quoi. C'est plus toi, quoi. Amaigrissement, plus la volonté de faire des choses, tu te délaisses dans ta nourriture, donc forcément ton visage change et les gens te le disent et puis ça commence à avoir des répercussions dans le côté familial. Donc après, on m'a un peu relevé de tout ça grâce à des amis proches et c'est le sport qui m'a sauvé de tout ça. C'est le sport qui m'a sauvé de tout ça parce qu'il a fallu de me reconnecter avec la vie, avec la préparation physique, la préparation athlétique, me remettre en forme, me remettre debout, tout simplement. Avoir des objectifs aussi. Ouais, avoir des objectifs clairs et se dire qu'est-ce que je fais à moyen terme, à long terme, qu'est-ce que je veux faire maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça, pour qui je fais ça et cette vie, comment je peux continuer à la faire perdurer. C'est ce qui m'a réveillé en fait. Je me suis dit, même si moi je veux pas, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens pour qui je compte, et puis moi je les aime aussi. Donc je vais me relever de tout ça, et puis je vais y aller, mais faut y aller pas à pas, pas être pressé, puis finalement après tu ressens un petit peu le goût de la vie, tu reprends à retrouver des sensations, mais ça vient pas tout de suite, parce qu'il faut que, comme je te disais, le cerveau est un muscle puissant, il faut le réhabituer à refonctionner avec ton corps. Et puis après, tu trouves les beaux jours, finalement, t'es content. Et puis après, t'as un énorme sourire et puis tu reprends connaissance et tu reviens de loin. Et puis je me rappelle mon pote qui m'a dit ça, il m'a dit, ouais, tu veux que je te remonte les photos? Ah non, Chris, laisse tomber, efface ça et tout. Et je pense qu'il les a toujours, mais c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie, quoi. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui. Et à l'époque, ça m'est arrivé, je devais avoir 44, 45 ans. Et je suis content que ça m'est arrivé à cet âge-là parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et plus tard ça t'arrive, ça peut être désastreux. Les mots qu'on pleurait pour toi, ma plume, ont alourdi mon cœur plus qu'une enclume. J'espère de ce morceau, tu seras auditrice et lectrice de cette génération qu'a le dos tourné vers le vice. Femme, ne sois pas impatiente de rencontrer la passion. Toi qui es dans le sport maintenant, est-ce que et on parle beaucoup de santé mentale, ouais. Est-ce que tu es vigilant par rapport aux joueurs là-dessus? Bien sûr, ouais. J'ai même passé une formation pendant le Covid de prépa mentale. C'est quelque chose qui revient pas mal depuis une dizaine d'années. Avant, c'était exclu, on n'entendait pas parler de ça. C'était déjà développé aux States, mais nous, on n'avait pas conscience qu'aux États-Unis, il y avait déjà des cellules qui parlaient de ça, sur reformer les joueurs à travers ça. Mais la prépa mentale n'existe pas exactement dans les sports, elle existe dans les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de gens qui pètent les câbles, et surtout sur les grands managers qui contrôlent pas mal d'employés, tout ça. Donc on leur met des idées, parce que c'est quoi le manager? C'est gérer les plus gros bordels. Et le bordel, il y en a toujours dans des associations, dans des grandes entreprises, dans le milieu du sport, parce qu'on est amené à connecter avec plein de gens qui ont des caractères différents. Donc toujours, c'est gérer le bordel, et puis à un moment, il y a le trop plein on dit j'ai mal au dos, pourquoi? Ou j'ai mal à la tête, parce que il y en a plein le dos, quoi. Et ça, on est amené à être recruté, à discuter avec un prépa mental qui va te mettre vraiment les idées en place pour avoir un état émotionnel stable. Et je pense que à travers le sport, on a rencontré des gens comme ça, parce que quand il y a les successions des défaites, il faut savoir remobiliser un groupe. Chacun a des caractères différents. On est 12 dans un staff, plus le staff des préparateurs, ceux qui t'accompagnent, on est 15. Et au quotidien, on vit ensemble, on se déplace ensemble, on est amené à s'entraîner ensemble, on les voit tous les jours. Et des fois, il y a des gens qui peuvent pas s'encadrer. Il y a le problème de vestiaire. Nous, les coachs, on n'est pas souvent au vestiaire. Il y a des attitudes qui peuvent être au vestiaire. Donc, on doit avoir l'œil sur tout. Et ça, forcément, quand il y a des successions de défaites, les caractères changent. Et c'est tout à fait naturel à travers l'être humain est comme ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord connaître les joueurs qu'on recrute et les connaître de A à Z pour savoir comment ils peuvent matcher les uns les autres, et cette affaire de cohésion qu'ils peuvent susciter chaque jour et qui est vachement important dans le monde du sport aujourd'hui. Tu parlais de préparation mentale, je crois que dans le bouquin, dans le bouquin, tu dis que la préparation mentale, tu l'utilises au quotidien. Ouais. Tu l'utilises comment? De manière très naturelle, avec des discussions formelles ou informelles,
en discutant avec des personnes. M'est arrivé il y a 3 ans, quelqu'un qui me rejoint sur les réseaux. Il me dit, voilà, j'écoute votre musique depuis très longtemps, mais voilà, moi j'ai ma femme, mes gosses, mais je suis tombé dans l'alcool totalement. J'essaie de m'en sortir. J'y arrive pas. Est-ce que tu as des conseils? Bah ouais, j'ai des conseils parce qu'on a des parents qui sont tombés là-dedans, parce qu'on connaît beaucoup d'amis qui sont tombés là-dedans. J'essaie de lui apporter ma petite pierre à l'édifice en discutant avec lui et de lui dire que, écoute, reviens quand tu veux, on discute et je le lâche pas. Pendant un laps de temps, ça a duré 1 an et aujourd'hui j'ai des retours et aujourd'hui il va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de discuter avec lui, peut-être qu'il en parlait avec des gens et il n'avait pas cette confiance et de parler aux gens. Et moi, j'ai pris le temps. Et peut-être ce temps-là a été bénéfique pour lui. Et c'est comme ça, de prendre le temps déjà de comprendre le malaise de la personne. Ça peut être un lien sur l'alcool, ça peut être un lien avec une copine, ça peut être un lien dans le milieu social où il vit. Peut-être qu'il a un manque de nourriture, de finances. Voilà, je pense qu'il faut accompagner les gens, déjà être à l'écoute de qu'est-ce qu'ils ont les gens, tu vois, d'être à l'écoute. Et puis, si on peut leur amener un soutien ou faire une passerelle, voilà, bah, tiens, prends ce numéro-là, je te conseille lui, bah, peut-être il va t'amener sur d'autres bases. Mais moi, c'était ça, c'est au quotidien, on l'emmène comme ça, la prépa mentale. Discuter avec les gens pour comprendre ce qu'ils ont. Dire qu'on aurait pu être les kings, à peine les bras levés on toucherait le ciel. Hélas les histoires de cas finissent toujours mal. Depuis les négros attendent la sortie de mon scud. Et pour toi, tu l'utilises comment? Je l'utilise d'une manière... au quotidien, je l'utilise avec le rythme du temps et savoir que il faut prendre... J'en discutais avec mon pote Kamel il y a pas longtemps, il me disait que il faut voir la beauté partout en fait. Ouais. La beauté, il faut la voir tout le temps et la beauté, il faut la voir partout. Je me lève le matin en essayant de me lever du bon pied, de prendre beaucoup de saveur, de dire bonjour à ma fille, tu fais quoi aujourd'hui, tu vas au travail. Qu'est-ce que j'essaie de me créer un certain quotidien, une certaine planification, une routine. Je me lève, je fais mes étirements, ma mobilité. Après, je bois mon petit thé, je vais prendre ma douche, je regarde une série, je me documente, hop, j'arrête. Je vais un peu sur mes formations, j'arrête. Aujourd'hui, c'est le jour de Fitness Park. Non. Mais se dire, ah, c'est aujourd'hui. Des fois, on a la flemme d'aller courir. Ah oui, on a la flemme. Ah, on a la flemme des fois. Mais il faut y aller. Mais il faut y aller. Et le fait de faire, tu sais, il y a des gens qui font 2-3 km par jour. Ah, et ça, c'est déjà une victoire. Mais c'est déjà ça. C'est déjà une grande victoire. Même 500 mètres. Mais par jour, le fait de répéter ces choses-là, c'est déjà une grande victoire. C'est la répétition des gestes. Moi, mon rythme de vie est comme ça aujourd'hui. Avant, j'étais complètement désorganisé. Je me lève et qu'est-ce que je fais? J'appelle lui. Je reste 3 heures au téléphone avec lui. Ah, j'ai oublié ça. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on tourne en rond et qu'on oublie plein de choses. Il faut être... je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'émancipation pour tout le monde. Et il faut être organisé et essayer d'être avec des gens qui t'emmènent vers le haut, être dans la gratitude. Sinon, on ne s'en sortira pas comme ça, tu vois. Il y a un point... que j'ai noté dans ce bouquin, c'est le fait de recommencer, de ne pas abandonner, de se remobiliser, de se focaliser, d'atteindre ses objectifs. Il y a ce côté-là, parce qu'il y a des échecs, ouais. Mais malgré ces échecs, toi, tu avais un objectif par rapport au diplôme de coach. Ouais. Tu t'es loupé. Mais à la fin, tu réussis. Et il y a aussi cette notion de... On ne lâche pas l'affaire. Ouais, cette notion de... Je crois qu'on a toujours eu cet état d'esprit, pas moi, mais beaucoup d'amis aussi, cet esprit de challenger, tu vois. Se challenger, c'est arrivé à plein d'amis à moi qui sont sportifs. Je pense à Lao Konaté, Ludovic Negrobar. C'est des jeunes qui ont commencé de rien et qui ont fini en équipe de France, tu vois, ou à haut niveau. Il y a toujours eu cet esprit de vengeance émotionnelle, d'esprit de challenger soi-même. Et tu tombes pour me te relever, tu vois, tant que tu as un genou debout, bah, tu te relèves. Moi, il m'est arrivé en 2018 de me challenger en rentrant dans 2 formations. 2 formations, je te parle de lourdes formations, hein, d'un niveau 5 et de Bac+2, alors que je ne connaissais rien du tout. J'ai dit, je vais suivre mon instinct. Et il y a des gens, ils vont m'aider, je vais être là, je vais construire mon truc, mon cheminement. Bam, validé, bam, validé. Et après, je pars sur les diplômes de basket. Échec. Je me relève et j'appelle le mec, je lui dis, bah, qu'est-ce qui va pas? Dites-moi, sincèrement. Peut-être que je suis pas fait pour ça, ou je suis fou. Il m'a expliqué, le mec, il me dit, t'as un très bon coach, mais il te manque ça. Je dis, ok, j'ai compris.
validé, bam, validé. Et aujourd'hui, il me dit, ouais, t'as compris le cheminement? Je dis, ouais, j'ai compris. Et aujourd'hui, tu vois, je me suis dit, j'ai fini mes études, j'ai dit, et puis on m'a remis dans le bain encore. On me dit, allez, va chercher plus haut. Je me suis dit, j'ai plus l'âge de ça. Mais le challenge t'amène à... Ça peut te pousser quelque part, ça peut être bénéfique dans le transfert, dans la transmission. Pour les gens, ça peut servir. Et je lui dis, allez, j'y reviens, c'est quoi 1 an? 1 an, c'est rien. Et l'apprentissage, t'auras plein de choses entre les mains à distribuer. Après, ça peut être aux gens que t'aimes, à la famille, la jeunesse. Et puis ça, voilà, j'apprends plein de choses aujourd'hui sur les hautes sphères du management, les hautes sphères du RH, les hautes sphères des finances, tu vois. Et ça m'intéresse vachement, tu vois. Plus t'apprends et plus tu prends goût à manipuler, à observer, à comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Et aujourd'hui, je suis fier de moi et fier des gens qui m'accompagnent et fier des gens surtout qui m'ont mis sur cette voie. Je suis un MC populaire, les gens me connaissent, j'habite en banlieue, je traîne à Paname, je fais du business. J'introduis de nouvelles techniques, j'rappe sur des beats. Et aujourd'hui, donc ton activité principale, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis tout à fait écrivain, j'adore écrire. Deuxièmement, je suis dans une association qui s'appelle Solidarité, Divertissement et Réussite. L'objectif, nous, c'est d'emmener les jeunes à plus avoir cet état d'esprit de dire j'y arriverai pas. On doit briser ces plafonds de verre, de dire que tout est possible, que tu veux être dans le métier du cinéma, tu veux être dans la mode, tu veux être dans le sport, se dire tout est possible. Parce que dans le milieu du cinéma, c'est un milieu qui n'est pas restreint. Il y a plein de choses autour de ça. Il y a l'écriture, il y a le metteur en scène, il y a le costumier, il y a le mec qui est derrière la caméra. Il y a plein de facettes aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, on peut faire énormément de choses. Et nous, avec les mentorats, le réseau qu'on a à travers cette association, on peut développer plein de choses. La littérature, l'espèce de littérature où on peut faire des temps forts de 2 à 3 fois par mois, se rassembler entre nous, parler de certaines thématiques. On peut parler de la femme dans le monde, on peut parler de l'handicap, on peut parler de la jeunesse, on peut parler des jeunes entre eux, comment ils se développent. Et on ramène un tas de monde à travers cet atelier et ça développe des soirées mais extraordinaires. On a reçu des gens comme Moussa Kamara, comme Abdel Malik. C'est des formes d'idées qui t'amènent toujours vers le haut. Et moi, aujourd'hui, dans cette association, eux, ils ont tenu à m'emmener encore vers le haut. Ils me disent, voilà, on veut que tu rentres dans un diplôme qui serait directeur de structure. Je dis, ok, on va y aller. C'est quelque chose qui est quand même un bac plus 4 ou 5. Et je dis, ouais, on va y aller. On va se construire soi-même, on va y aller, pas de problème. Allez, c'est parti. Tu disais que tu avais arrêté la musique. Ouais. Mais l'écriture, finalement, c'est aussi un lien artistique. C'est un lien artistique. Tout ce qu'on fait est un art, est un lien artistique, que ce soit la poésie, l'écriture, le cinéma, le hip-hop, tout est un art, tout est relié ensemble, tu vois. Et comme je te dis, c'est la beauté, c'est exprimer la beauté partout. Et moi, tu sais, j'ai jamais laissé cette passion de musique. Hein. J'écoute ce qui se fait, je prends note, j'écoute beaucoup. Tu vois, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais me remettre dans un studio, rap et faire des disques. Non, mais je me dis que quelque part, c'est aussi garder une forme d'équilibre entre activité pro maintenant ailleurs. Ah ouais. Et justement, c'est cette quête artistique que tu avais déjà, exactement, mais d'une manière différente. Exactement. L'écriture, et dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un piano. Ah, tu vois? Je me suis acheté un petit synthé, comme ça, pour apprendre. Hein, pour apprendre, je me mets au piano, et puis on verra. Et puis ça me forge un peu. Je me lève le matin, et j'essaie. Et à force, tu vois, d'essayer, forcément, c'est comme tout. Hein, le vélo, on a trébuché au départ, et puis voilà, et on se remet dessus. Tu mets des rimes au rêve. Ouais. Quel était le tien? Rimer pour atteindre ses objectifs. Je pense que c'était ça un peu en ligne de mire, tu vois. C'est un peu cette métaphore que j'ai voulu dire, tu vois. Des rimes du tout début jusqu'à atteindre son objectif. Tu gardes des contacts avec les anciens? Ouais. Quand je dis les anciens, c'est de ta sphère musicale? Ouais, bien sûr. Ouais, toujours? Mais beaucoup, pas que le collectif, hein, beaucoup de gens que j'ai connus dans les débuts, je garde des liens très étroits, ouais.
Violence, mais c'est vrai, parfois j'y pense. Y'a pas de blé sans semence, mais chaque taf mérite récompense. Sexport et rap comme hygiène de vie. Si avec toi je traîne, garçon, prends-moi. Je vais te donner une série de mots et instinctivement tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ça te va ? Ouais, pas de souci. Si je te dis instant présent. Je peux te dire improvisation. Guadeloupe. Racine. Discrétion. Toujours. Non, ça m'interpelle parce que lorsque je t'ai contacté, ouais. Tu m'as posé la question, tu m'as dit ouais, mais on va parler de quoi? J'avais l'impression que tu étais un petit peu sur tes gardes. Et je me suis dit tiens, et c'est vrai que moi j'ai cette image de discret, d'homme discret, de savoir un peu où tu vas, que ça soit un peu organisé, etc. Ouais, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais, c'était dans ce sens, hein, tout à fait, ouais, c'est ça. Ah, voilà, nickel. Abdelmalik. Qu'on a déjà rencontré ou interviewé 3 fois, je crois, sur Stay Tune. Donc on le connaît. Multiverse, on va dire. Multifonctionnel, Abdelmalik. Okay. Transmission. Un devoir. Kerry James. Une statue. Ok. Question bonus, après tu me diras si tu veux en parler ou pas. Made in France, Mehdi. Monumental. Monumental, ok. Bon, j'ai vu le documentaire et ce qui m'a interpellé, c'est que je t'ai vu très actif dessus. En tout cas, de par les images. Et même lorsqu'il y avait des remises de prix, t'étais présent aussi et forcément touché. Donc voilà, c'était ça qui m'avait interpellé et je suis tiens aussi et puis après ton bouquin était sorti, etc. Donc voilà, mais ça m'avait aussi interpellé quand même. Je remercie déjà le réalisateur qui est Thibaut de Longueville de m'avoir mis à l'honneur dans ce documentaire parce que c'est pas mon habitude d'être mis en avant ou d'être mis en image, tu vois. Et il m'a fait quand même un pont d'or, je le remercie. Et je pense que c'est un honneur aussi pour moi de représenter mon ami DJ Mehdi, qui était un petit frère pour moi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous manque. C'est une disparition dans laquelle on s'en remettra jamais. Et pour revenir à ce documentaire, c'est quelque chose de très puissant. Très, 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 vraiment puissant, quoi. Je ne parle pas de lourdeur de musique, comme on écoute, on dit « Oh, c'est lourd ». Non, je parle de quelque chose de très puissant, qui est bon à la fois pour la culture, à la fois pour le hip-hop en général. Cette musique dans laquelle on a cherché à se mettre vraiment la tête dedans depuis petit. Et aujourd'hui, de voir que Made in France a un prix de festival international et tout ce que ça implique dedans, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Voilà, il y a un esprit, il y a plein on va dire, il y a plein de piliers qui viennent à l'intérieur de ce livre. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de franchise, il y a une histoire de valeur entre les hommes, les femmes, il y a une histoire de transmission naturelle, il y a une histoire de tenir un héritage, une histoire de comportement, une histoire de travail aussi qui est régulier. Il y a un apprentissage pour toutes les générations, en fait. Mehdi était quelqu'un de bon. Comme je reparle encore de beauté, Mehdi était quelqu'un de bon, qui avait une beauté naturelle chez lui. Il savait parler à quelqu'un qui était en difficulté, il savait rigoler, il savait parler de tout, d'amour, de vie, de futur. Il savait être là quand on en avait besoin. Et aujourd'hui, c'est fou de sortir Made in France comme ça. Ça a mis du temps à sortir.
Et je pense que ça fait du bien, vraiment du bien à tout le monde. Je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. J'ai passé mon enfance à Voltaire jusqu'à l'âge de 5 ans. Les années sont passées, est arrivée l'adolescence. J'ai ouvert des... Fédérateur. C'est le mot qui revient aussi en lisant le bouquin. Ouais. T'es une personne qui arrive quand même à connecter les uns aux autres. Ouais. Je sais pas, les gens on se connaît pas. Hein. Ouais. Mais en lisant ton bouquin, en observant, j'arrive à percevoir certaines choses et t'es assez fédérateur. Quand même. C'est ce que Malik dit aussi, c'est ce que Kerry dit aussi, c'est ce que les gens arrivent à dire et je pense que ça me définit bien. C'est l'histoire de coach, fédérer un groupe. C'est un peu cette notion-là et c'est ce que ça vient. Je pense que ça vient de ma maman, ça. Elle arrivait à avoir ce côté tactique avec les gens qu'elle connaissait ou elle connaissait pas. Parce que très tôt, elle est arrivée en France dans les années 60 et elle a invité des gens, d'abord sa famille et des gens, on avait un grand appartement à Orly à l'époque et les gens de sa famille qui commençaient à venir en France. Au départ, c'était très dur d'avoir un appartement et elle arrivait à les faire venir à la maison, les faire dormir quelques mois. C'est les premières querelles entre mon père et ma mère sont venues de là, forcément. Et elle avait cette sympathie à accueillir des gens, des fois qu'elle connaissait même pas, les faire manger, les habiller. Je l'ai vu parce que j'étais petit, mais je l'ai vu de mes propres yeux, ces situations-là. Elle arrivait à prendre des gens qui dormaient dans la rue et leur offrir à manger. Tu vois, c'est des choses que j'ai pas dit dans le livre, mais c'est des choses que j'ai vues en étant petit, tu vois. Et cette grande sympathie, cet amour pour les gens, ma mère avait déjà ça, elle est connue comme ça d'Orly, les gens la connaissent comme ça. Et je pense que mon humilité, cette espèce de transfert, de fonder, de fédérer, je pense que ça vient de là. Et Malik dit que je suis quelqu'un qui coach les gens à les emmener avec eux jusqu'au but final, quoi. Voilà. Et le basket ? Ah, énorme. Le basket, c'est un sport tellement beau, tellement généreux, tellement qui te fait vivre plein de sensations, qui t'emmène où tu t'attends pas. Parce que tant que le sifflet final n'est pas fini, le match n'est jamais fini. Même quand il y a 10 points d'avance, il reste 1 minute. On ne sait jamais où ça va finir. Le basket, c'est quelque chose qui te transporte, qui t'amène dans une autre planète, tu vois, du moment où un autre. Il suffit que tu te lèves pour aller manger des pop-corn, finalement, la marque a changé. Puis le basket, c'est un sport de vie, c'est toute notre jeunesse, c'est des gens qu'on a vu grandir dans ce sport, c'est des gens qu'on a vu s'émanciper à travers ce sport. Et malheureusement, c'est des gens qui ont perdu la vie à travers ce sport. Et voilà, le basketball reste un vecteur pour la société. Là, je repensais à un truc, c'est même pas prévu, mais lorsqu'on écrit des bouquins sur sa vie, on retrace des parcours de vie, le tien notamment, on regarde en arrière, le temps avance. Est-ce que tu te fais déjà pas des projections, mais est-ce que tu fais déjà une forme de synthèse sur le temps qui reste, les objectifs que tu aimerais atteindre? Bien sûr, tout le temps. Je ne fais pas de synthèse sur ce qui reste, mais j'essaye. On m'a dit que j'étais quelqu'un qui avait pas trop de calcul comme ça. Spontané, quoi. Spontané, mais quand même assez réfléchi. Je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je veux pas. Par contre, avant, je ne calculais pas, je m'en foutais. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une certaine assise, un âge qui, avec l'expérience, avec le vécu, je sais ce que je veux pas. Mais j'ai quand même des objectifs très précis. Et je sais pas où ça va m'amener, mais j'ai quand même une ligne de départ et certainement un but précis dans lequel je veux aller, avec qui je veux aller et comment je veux aller, quoi. Tu te sens guidé ? Par mon cerveau et par mon esprit, par le mindset que je me procure, ouais. Ok. Donc en fait, tes choix sont définis par comment ça bouillonne à l'intérieur. Ouais, par mon état d'esprit à moi. Si je veux, je fais ce qui m'intéresse. Je ne fais pas ce qu'on me dit de faire. Ce qui m'intéresse vraiment,
Tu vois, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre l'anglais et je sais que je vais l'apprendre couramment, tu vois. Et si ça m'intéresse pas, on me dit apprends. Non, ça m'intéresse pas. C'est comme un gamin que tu lui dis tiens ça, et puis si le gamin veut pas, il le fera pas. C'est comme on dit souvent, que ce soit dans le sport ou à l'école ou n'importe où, on dit au gamin va lui dire c'est comme ça. Mais si le gamin aujourd'hui, on peut être dans la transmission, tout ça, il y a pas de souci. Mais si le gamin est pas intéressé à ce que tu dis, on va pas le forcer. C'est pour ça qu'on dit que il faut des éducateurs avec une bonne pédagogie qui expliquent bien au gamin, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer pour que le gamin absorbe ce que tu dis et qu'il comprenne et qu'il commence à mesurer le poids des mots. Et pour ça qu'on dit que la parole est extrêmement importante dans les mots que tu emploies et ce que tu vas dire, parce que d'une personne à une autre, elle peut être interprétée différemment. Fond du cœur, c'est ici que ça se passe. Pour tous ceux qui regardent ailleurs, c'est chaud dans les cités, mais c'est ici qu'il y a la vraie chaleur. Chaleur sur le bitume, ça rend nerveux et glandeur. Et encore un dernier point, après on va conclure, mais il y a toujours ce côté autodidacte qui revient. C'est marrant parce que quand t'es arrivé là ici, tu m'as dit mais en fait c'est toi qui poses les caméras, etc. J'ai dit bah ouais. Et tu m'as dit on est mieux servi que par soi-même. C'est énorme. Et c'est marrant parce que ça me parle, parce que c'est vrai quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'essaie de comprendre et essayer de trouver des parallèles, quoi. Ouais. T'as aussi ce côté là où. Ouais. Bah, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. J'étais un peu étonné. T'es seul, et t'as pas de chef-up, t'as rien. Mais c'est comme ça que ça marche, en fait, tu vois. Et tout vient de là, en fait. C'est ça. Tout vient du cerveau. Et l'organisation. L'organisation, et l'organisation, c'est ça qui t'organise. Et aujourd'hui, on a ChatGPT, tout ça, mais c'est pas ce qui va nous faire. Aujourd'hui, tu l'as pas, voilà. T'es dans une démarche, j'ai pas de portable, j'ai rien. C'est ça qui te fait fonctionner, en fait. Tu vois, donc, j'aime bien cette démarche, et cette démarche, on l'a depuis les débuts. Tu sais, j'ai monté ma première association avec Mehdi en 92 à l'aide d'un Minitel, tu vois. On avait monté notre première association à l'aide d'un Minitel, et c'est ce qui nous a mis le pas à l'étrier, tu vois. Et tout ce qu'on a fait après, c'était vraiment de la pure débrouille, de la pure purée fait maison, tu vois. On va conclure. Ouais. Le mot de la fin, ça serait quoi? Merci déjà pour ton émission. J'espère qu'elle va prendre de l'ampleur, parce qu'il nous faut des gens comme toi qui représentent un peu ces gens qui viennent parler de culture, de mode, de musique, de tout, hein, pilote de ligne, cuistot, peu importe. Et il faut des avancées comme ça si nous-mêmes on veut avancer. Et puis moi, j'espère que je vais réussir dans les objectifs que je veux atteindre, et puis que la vie soit longue pour tout le monde. Écoute, je te remercie. Ouais. Je te souhaite plein de bonnes choses. Moi aussi. Et je te dis à bientôt. Je te suis. Ok. À bientôt. Peace and love. Yes. Salut. Nickel. Ça a été ? Ouais, nickel. Ouais. Mortel.